Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo4, votre émission qui traite d'informations locales. Voici le contenu de cette édition du 20 février. 1200 organismes seront en action du 21 au 24 février prochain pour revendiquer un rehaussement du financement des organismes communautaires. Urgent besoin en pots, en verre et en contenants de plastique de toutes sortes pour le comptoir alimentaire du collectif alimentaire. Les épiceries peuvent maintenant bénéficier d'un service clé en main pour faciliter l'achat de produits locaux. Le rôle et les bienfaits du bénévolat. Et le service d'aide à l'impôt ainsi que le système PER offert au Centre d'action bénévole Gascon-Percé. Bonne émission à tout le monde! Tout d'abord, 1200 organismes seront en action du 21 au 24 février prochain pour revendiquer un rehaussement du financement des organismes communautaires. Pour en savoir davantage, nous nous sommes entretenus avec Geneviève Giguère, la coordonnatrice régionale du ROCGIM, le regroupement des organismes communautaires autonomes de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Bonjour Geneviève. Bonjour, Ça va bien? ça va très bien toi aussi? Oui. Pouvez-vous nous faire un petit rappel, là, c'est quoi le ROCGIM au juste? C'est le regroupement des organismes communautaires. On couvre la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine. Et dernièrement, on a aussi obtenu une reconnaissance comme corporation de développement communautaire. Fait que ça veut dire qu'il y a toute une reconnaissance de toute la contribution du ROCGIM et de ses membres dans les démarches en développement social et en lutte à la pauvreté au niveau régional et local. À part de ça, le ROCGIM, il regroupe 83 organismes communautaires qui sont majoritairement santé-services sociaux. Quand on dit santé-services sociaux, on pense jeunes, personnes handicapées, personnes âgées, les femmes victimes de violences, les centres de femmes, les centres de jour en santé mentale, etc. Mais aussi les groupes qui œuvrent auprès des familles, les maisons de la famille, les groupes en alphabétisation et en défense de droits sont aussi des membres du ROCGIM. D'accord. Puis là, depuis 2016, il y a une campagne nationale de mobilisation qui existe sous le thème « Engagez-vous pour le communautaire ». Pouvez-vous nous expliquer un peu c'est quoi cette campagne? Mais cette campagne-là vise à renforcer les groupes d'action communautaire autonomes. C'est un secret de polichinelle qu'on manque d'argent. Tout le monde manque d'argent et là, on est devant des enjeux encore plus grands parce qu'il y a un problème de rétention et de recrutement de personnel. Là, avoir les capacités financières d'attirer de la main-d'œuvre devient importante. Fait que la campagne nationale de mobilisation, pour nous, est intéressante parce qu'elle regroupe tous les secteurs d'activité dont je vous ai parlé tantôt, qui sont membres aussi du ROCGIM. Et ce qu'on veut, c'est un rehaussement du financement à la mission globale pour les organismes communautaires autonomes de tous les secteurs d'activité. On souhaite également que cet argent-là soit indexé à tous les ans. Parce que s'il n'est pas indexé, c'est ni plus ni moins que nous appauvrir. Et là, il y a des groupes communautaires qui n'ont pas d'indexation année après année. Donc ça, on aimerait bien que ça soit réglé. On veut aussi qu'il y ait un respect de notre autonomie. Chaque groupe communautaire s'appartient. Puis des fois, le réseau de la santé, il a tendance à nous faire ses affaires, puis il a tendance à penser que leur responsabilité, c'est aussi la nôtre. C'est pas le cas. Donc ça, il faut informer correctement nos partenaires là-dessus. Donc, le respect de notre autonomie et une meilleure justice sociale. Quand on œuvre en lutte à la pauvreté, quand on cherche à améliorer la qualité de vie des gens, on se rend compte comment que la justice sociale, il faut en prendre soin, il faut la réclamer, la revendiquer, puis c'est à ça aussi que s'attarde la campagne nationale engagée. D'accord. Puis là, il va y avoir des actions de mobilisation prochainement, du 21 au 24, oui. Dépendamment des régions. Qu'est-ce qui va avoir lieu au juste? En fait, comme tu viens de le dire, dépendant des régions, les gens ils font des activités en fonction de ce qui les rassemble eux autres. Nous, au ROCGIM, on est en train de faire une petite vidéo qu'on va faire circuler partout dans nos réseaux sociaux et que nos membres vont pouvoir aussi faire circuler, que tout le monde pourra faire circuler, où on porte les revendications de la campagne nationale, on porte notre besoin aussi financier et et on fait aussi parler des gens qui fréquentent nos organismes communautaires. Et nos 3 députés aussi ont nommé chacun une des revendications de la campagne nationale de mobilisation. Donc ça va être notre action régionale à nous, cette vidéo-là, cette mise en ligne de cette vidéo-là par les réseaux sociaux. Mais il va aussi avoir une manifestation, un rassemblement qu'on peut dire à Maria,
où les groupes de la Baie des Chaleurs, ou de partout en Gaspésie, en fait, peuvent s'y rendre s'ils veulent. Et il va y avoir un départ de l'église de Maria à 12h30. En fait, le point de rassemblement est à 12h30. Le départ de la marche est prévu pour 12h45 et la marche va se rendre de l'église à l'hôpital de Maria. Et ça sera pour porter les mêmes revendications. Peut-être qu'à ce moment-ci, c'est important de dire que notre revendication financière, ici en Gaspésie-aux-Îles, représente 20 millions. Le manque à gagner que les groupes communautaires expriment à leur demande de financement annuel avoisine 20 millions. Là, je fais un chiffre rond, là. Mais on n'est pas loin de ça, on est à 19 millions quelque chose. Et dans le Québec au grand complet, c'est 460 millions qui est réclamé. Donc là, on est à la veille du budget. C'est aussi pour ça qu'on fait des actions un mois avant le dépôt du budget. On souhaite faire une pression sur l'appareil politique pour qu'il ne nous oublie pas quand il va être le temps de distribuer des fonds. Le domaine communautaire, c'est quand même très important, là. C'est très, très important. C'est le tissu social. C'est nous autres qui tient le monde ensemble. Mais le réseau public aussi. Tout le monde est important. Mais surtout là, en temps de pandémie, on a vu comment c'est important de voir des petites organisations qui se virent sur une scène là, pour supporter les gens. Là. Oui, c'est important. Mais moi, on ne me vendra pas cette idée-là. Ça fait 20 ans que je les défends. Je trouve vraiment beau la prise en charge par les citoyens, citoyennes d'une problématique sociale. C'est extraordinaire. Il faut pouvoir donner les possibilités aux personnes qui veulent s'engager de le faire. Puis, les gens qui sont intéressés à vous suivre et à en savoir plus, ils vous suivent comment? Puis ils vous suivent où? Autant à vous comme Rock Gym, autant qu'à la campagne nationale? En fait, la campagne nationale Engagez-vous, il y a des pages Facebook, hein, notre fameux réseau social. Donc, la page Facebook de Engagez-vous pour le communautaire et il y a aussi la page Facebook du Rock Gym qui relaie de l'information constamment. On a aussi notre site web si on veut en apprendre plus sur qu'est-ce que le Rock Gym fait dans la vie. Notre site web est aussi instructif. Et tout ce qu'on offre comme support à nos membres, comme représentation, comme le rôle de porte-parole aussi qu'on tient, etc. Toute cette information-là va se trouver sur notre site web également. Bien, je vais vous souhaiter une bonne semaine de mobilisation. Un gros merci à toi. Vendredi, le 25 février prochain, le comité jeunesse de la ville de Passepébiac organise une soirée raquettes et ski nocturne au centre plein air Les Monticoles. Chocolat chaud, resto, feu extérieur, feu d'artifice et tirage seront de la partie. À noter que le départ est prévu pour 19h, mais pour ceux qui veulent louer des skis, il est très recommandé d'arriver vers 18h. Le Bioparc de la Gaspésie, situé à Bonaventure, ouvrira ses portes du 28 février au 4 mars de 9h à midi. Une activité incontournable pendant la semaine de relâche scolaire. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le www.bioparc.ca. Le collectif alimentaire lance un appel à tous pour leurs besoins urgents en pots en verre ou en contenants de plastique pour leur comptoir alimentaire. Cathy Edith Lacroix, la responsable de l'aide alimentaire et des communications, nous en parle. Bonjour Cathy Edith. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi le service de dépannage que vous offrez ici au collectif alimentaire? Les dépannages alimentaires, c'est un service d'urgence, mais ça peut rejoindre n'importe qui selon les situations, comme par exemple une personne qui a un décès dans sa famille, qui doit se déplacer à l'extérieur, qui se retrouve à être endettée pendant un mois ou deux, que ce soit le bris d'une voiture, une famille qui est en attente de chômage. En ce moment, c'est la grosse vague, l'attente de chômage, parce qu'il y a une grosse problématique avec le chômage, entre autres. Et il y en a qui attendent depuis le mois d'octobre. Il y en a qui ont attendu de août à décembre. Alors, quand tu es sans revenu durant plusieurs mois, ton premier réflexe, ça va être de mettre tout sur la carte de crédit. Ça va être de mettre tous tes comptes en souffrance pour essayer de te nourrir. Bien, nous, on est là pour ça. On est là pour donner une aide alimentaire d'urgence pour aider les gens justement à ne pas se retrouver dans ces situations-là, parce que si tes comptes sont en souffrance, ta situation va perdurer pendant plusieurs mois. Là. Il y a beaucoup de gens qui font appel à vous. Il y a une grosse vague en ce moment.
dû justement aux problématiques de chômage. J'ai beaucoup de sans-revenus, j'ai eu des sans-domicile, des gens qui avaient plus les moyens de se payer un logement parce que les logements sont trop élevés, il y a un manque de logements en région, les propriétaires reprennent des logements, la personne ne peut plus se reloger, alors elle squatte un peu chez des amis, chez de la famille. Ça, j'en ai eu beaucoup en décembre, là, des sans-domicile fixe. OK. Puis là, vous avez un grand besoin en pots, des pots de plastique, des pots de verre. Parce que la particularité de l'organisme, c'est qu'on essaie de maximiser au maximum tout. T'sais, on fait la récupération alimentaire, les gens viennent nous porter des légumes, des produits frais, les chasseurs sont venus nous remettre, en sortant de chez le boucher, des paquets de viande. Ça, c'est merveilleux. Mais on a également besoin à l'année de pots, de différents pots, de toutes les façons, que ce soit pour mettre les produits d'hygiène. On achète des gros contenants au niveau de du savon à linge, du savon à vaisselle, le shampoing et savon pour le corps, c'est un 2 en 1. Alors, on achète des grosses quantités puis qu'on met ça dans des pots en vitre. Et puis, il y a également les pots de plastique pour comme des pots de jus pour les pommes. Cet automne, on a acheté un pressoir à pommes, alors on presse les pommes. Et puis, on a manqué cet automne parce qu'on en a fait beaucoup, puis on en fait avec les gens. Alors, on a besoin de beaucoup des pots que ce soit de l'eau ou des pots de jus. On a besoin des assiettes en aluminium, on a besoin des pots de yogourt, tous les pots en plastique. Nous, c'est la récupération. Tous les pots nous servent à l'année et on finit par en manquer. Fait qu'on demande aux gens, venez nous emporter. Au lieu de mettre ça au recyclage, emmenez-nous-les ici. Ils vont avoir une deuxième vie. Grâce à un partenariat entre Servab, Croquet-la-Gaspésie et Gaspésie gourmande, les épiceries peuvent maintenant bénéficier d'un service clé en main pour faciliter l'achat de produits locaux. Joanne Michaud, la directrice générale de Gaspésie gourmande, nous informe à ce sujet. Bonjour Joanne. Hey, bonjour, Mandré. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui. Premièrement, pourriez-vous nous expliquer en gros, c'est quoi Gaspésie gourmande? Oui, hein, qu'est-ce que ça mange en hiver? Donc, Gaspésie gourmande, c'est une organisation qui travaille pour le développement de sa région. C'est une organisation, on pense souvent qu'on a 3 axes d'intervention. Donc, il y a tout l'aspect concertation, la concertation agroalimentaire régionale, qui est une facette moins connue de Gaspésie gourmande du grand public. Et ce que les gens qui nous écoutent aujourd'hui connaissent probablement mieux de nous, c'est tout l'aspect de la promotion des produits Gaspésie gourmande et de leur commercialisation. Donc, on regroupe sous cette égide-là de la promotion et de la commercialisation 160 entreprises, 160 membres, tant des producteurs, des transformateurs et aussi des restaurants, des détaillants qui sont complices de ces entreprises de production et de transformation pour les mettre en valeur dans leurs menus, dans leurs épiceries. Donc voilà, la Gaspésie gourmande, c'est une belle grande famille là, d'entreprises qui adhèrent à la marque Gaspésie gourmande. Et on a fêté nos 30 ans au courant des derniers mois. Fait que voilà. Là, Gaspésie gourmande, Croquet-la-Gaspésie et Servab, ils s'unissent pour proposer de nouveaux espaces gourmands. Quel est le but de cette union? En fait, cette union vient d'un objectif qui était commun. En fait, tant Gaspésie gourmande que Servab que Croquet-la-Gaspésie, on voulait vraiment créer des espaces stratégiques dans les épiceries grande surface pour que les produits Gaspésie gourmande soient plus visibles et donc soient plus achetés. C'est l'objectif parce qu'on veut faire des ventes supplémentaires à nos entreprises de production et de transformation. Donc, l'objectif était là, au départ, c'était vraiment de maximiser la visibilité des produits de Gaspésie gourmande en épicerie. Les produits Gaspésie gourmande sont très souvent très en vue, très visibles dans les plus petites épiceries fines parce que c'est nos partenaires depuis toujours, les épiceries fines partout sur le territoire qui ont des plus petites surfaces. Chez les détaillants grande surface, on voulait avoir plus de visibilité. Donc, c'est vraiment l'objectif de départ. Et puis, ensuite est venue l'idée de faciliter la vie des épiciers aussi. Donc, maintenant, avec ce service-là qu'on offre en collaboration avec Croquet-la-Gaspésie et Servab, c'est un service clé en main qu'on offre aux entreprises, aux épiciers
pour s'approvisionner plus facilement de produits Gaspésie Gourmande. Donc, avec tout l'aspect Gaspésie Gourmande au niveau du visuel, de notre expertise en promotion, avec Croquer la Gaspésie, qui connaît très bien les producteurs, qui connaît les rouages de la prise de commande, et un Servab qui est là au niveau de la logistique, du transport, de la tenue d'inventaire. On est venu à mettre tout ça ensemble et à partir le tout au printemps dernier sous forme de projet pilote. Et puis, ben voilà, fait que c'était l'objectif là, qui était derrière. Donc, on a uni nos forces. Chacun avait un petit bout du puzzle pour permettre d'augmenter les points de vente de produits gaspésiens sur le territoire de la Gaspésie. Y a-t-il encore de la place pour des nouveaux commerçants? Tout à fait, tout à fait. Je vous disais qu'on était en mode projet pilote, là. On a commencé ça au printemps 2021. Donc, on avait approché nos membres à l'époque. On en avait 5 épiciers grande surface. Puis, on a le marché Nicolas Cap d'Espoir et puis le marché de Carleton qui ont embarqué dans l'aventure, qui ont bien voulu tester le projet. Puis, avec c'est ça, ces 2 épiciers-là. Puis ensuite, on a Grande-Vallée, plus tard dans l'été, et Percé qui ont embarqué. Puis là, ben, on en a eu plein cet automne. On est rendu à 9 espaces Gaspésie Gourmande qui existent là, partout sur le territoire, de Grande-Vallée à Percé jusqu'à Carleton. Mais effectivement, il y a de la place encore à prendre. Il y a Gaspé qui s'en vient, Maria. Il y a Murdochville aussi, si ma mémoire est bonne. Mais oui, les épiceries grande surface qui le veulent peuvent contacter Sarah Poirier, qui est ma collègue à la commercialisation. Et puis, ils vont pouvoir avoir toutes les informations à cet effet-là. D'accord. Y a-t-il des coûts reliés à ça pour les commerçants? En fait, oui, pour les épiciers, il faut devenir membre de Gaspésie Gourmande. Donc, c'est, je vais dire, une approximation, là, j'ai pas le coût juste, mais c'est environ 250 $ pour devenir membre de Gaspésie Gourmande sur une base annuelle. Puis ensuite, ce service-là, ben, est offert à nos entreprises, aux épiceries membres de chez nous. Donc, oui, il y a un coût parce qu'effectivement, c'est un service. Nous, on se déplace sur le territoire, on fournit l'habillage visuel gratuitement et tout ça. Donc, voilà. Donc, mais de ce qu'on entend, les épiciers nous disent que ça vaut vraiment le coup. Faut pas faire un mauvais jeu de mots, là. Donc, mais oui, il y a vraiment la possibilité de nous rejoindre, là. Si ça intéresse des épiciers grande surface, il y a vraiment la porte est grande ouverte. Là, sûrement, dans toute cette belle aventure-là, il y a plusieurs partenaires qui font partie de l'aventure. Oui, ben tout à fait. Comme on se disait, bon, c'est un trio, Gaspésie Gourmande, Servab et puis Croquer la Gaspésie. On a nos producteurs transformateurs qui sont là, nos détaillants, mais ça n'aurait pas été possible de faire tout ça sans nos partenaires financiers qui ont cru à nos actions de promotion parce que c'est tout en lien avec une campagne d'achat local qu'on appelle Je mange gaspésien évidemment, toutes nos stratégies de commercialisation qui sont derrière. Donc on voit les espaces Gaspésie Gourmande, mais c'est un élément de toute notre stratégie de positionnement des produits. Donc oui, ça va me faire plaisir de les nommer parce qu'ils sont derrière nous, ils y croient, puis investissent dans ce projet-là pour encore les 2 prochaines années. Donc on a notre ministère sectoriel, on a le MAPAC, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, qui sont là, qui ont été les premiers à embarquer dans l'aventure. Ensuite, s'est joint à nous le ministère d'Économie et d'Innovation, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Ensuite, on a aussi les SADC de la Gaspésie qui sont avec nous dans cette aventure. Il y a les MRC de la Gaspésie qui sont aussi là. On a Desjardins au niveau régional qui a investi dans ces actions-là. Et on a Desjardins avec le Fonds du Grand Mouvement, qui est également partenaire avec nous. Puis, on a des mesures spécifiques à notre région qui s'appellent le SPAG, dans notre jargon à nous, mais qui sont aussi partenaires financiers. Donc, vous comprenez que c'est pas juste un petit projet qui dure 3-4 mois. On a commencé l'année dernière, puis on veut poursuivre encore pour les 2 prochaines années. Puis on peut compter sur le support de ces partenaires-là qui sont, bien sûr, essentiels. Benoît Drapeau, qui est responsable du soutien à la communauté et à la gestion des bénévoles au Centre d'action bénévole Saint-Siméon-Port-Daniel, nous explique le rôle du bénévole et de ce que ça peut nous apporter en offrant un peu de son temps, en s'impliquant comme bénévole.
Le rôle d'un bénévole, en fait, c'est d'être nos yeux, nos oreilles sur le terrain. C'est principalement nos bénévoles qui offrent la majorité de nos services qu'on a. Si on n'avait pas de bénévoles, en fait, on serait rien. Ça veut dire que c'est eux nous, on offre le service, par exemple, d'accompagnement transport. Ben, c'est eux qui le font, l'accompagnement transport. On a de la cuisine pour les petits plats givrés. Ben, c'est les bénévoles avec notre cuisinière qui fait les plats. C'est eux qui vont faire la livraison. C'est eux, en fait, qui sont, comme je disais, ben, qui sont sur le terrain, qui sont toujours là pour faire les services, en fait. Mais qui peut devenir bénévole? Qui peut devenir bénévole, en fait, un peu n'importe qui, dans le sens où on n'a pas de limite d'âge, sauf qu'évidemment, ça doit être des gens qui sont sur notre territoire, c'est-à-dire entre Saint-Siméon et Port-Daniel. C'est des gens qui doivent passer par un processus d'adhésion qui commence par une entrevue, où il y a aussi un processus de filtrage, où on va faire quelques vérifications, parce qu'après tout, nous, on travaille avec des personnes qui sont vulnérables, donc on veut s'assurer que les gens qui font du bénévolat soient aptes à pouvoir être avec ces personnes-là de manière sécuritaire, surtout. C'est pour le monde de tous âges. Oui, de tous âges. On a des bénévoles dans la vingtaine. On en a qui sont à la retraite depuis moultes années. Puis quelque part un peu partout entre ça. La plupart, c'est sûr qu'on a une bonne partie de nos bénévoles qui sont retraités parce qu'ils ont plus de temps à donner. Mais on en a qui sont soit avec le télétravail, qui ont des horaires plus flexibles, ou carrément avec les employeurs qui permettent des fois d'avoir un horaire flexible pour pouvoir faire du bénévolat. On en a d'autres qui sont travailleurs saisonniers. On en a d'autres qui sont même étudiants, puis que quand ils sont dans les périodes estivales ou pendant les fêtes, reviennent faire du bénévolat chez nous année après année. Puis on a, comme je disais, là, une grande panoplie au niveau de l'âge et au niveau du type de personnes qu'on a ici. Mais ici, au Centre d'action bénévole Saint-Siméon, Port-Daniel, y a-t-il des secteurs d'activité où il y a un besoin plus grand qu'un autre secteur comme bénévole? Ben, on en a quelques-uns. Je dirais que ça dépend aussi des municipalités. C'est sûr qu'on a présentement le service d'accompagnement transport où on a quelques municipalités comme Saint-Siméon, New-Carlisle, où là, on a connu une baisse au niveau de notre équipe de bénévoles en accompagnement. Pour des raisons ou pour un autre, là. Des fois, ça peut être l'âge, des fois, ça peut être une santé, peu importe la raison. Ce qui fait que, par exemple, comme je disais, l'accompagnement en transport, on a besoin de personnes à Saint-Siméon, on en a besoin à New-Carlisle. Au niveau de la popote roulante, on en a aussi besoin au niveau dans d'autres secteurs comme Saint-Godefroy et puis Saint-Siméon, encore une fois. On a des choses qui sont plus ponctuelles, mais qu'on n'a pas nécessairement de demande actuellement ou sur le moment même, mais qu'on a besoin d'avoir une certaine banque de bénévoles quand que les demandes arrivent, qu'on puisse y répondre, pas que les gens soient en attente, comme par exemple un répit gardiennage qui sert dans le fond à donner un répit aux parents avec des enfants de jeune âge. Ben, écoutez, si ces personnes-là ont un besoin d'avoir un répit, ben, s'ils sont obligés d'attendre 1 mois, 2 mois pour qu'on ait un bénévole qui puisse prendre la relève pendant une période de 1 à 3 heures par semaine, pendant 10 à 12 semaines, ben, ça veut dire que ces personnes-là, leur angoisse, leur panique, peu importe la raison pour laquelle ils ont besoin, ben, ça s'étend dans le temps. Fait que c'est pour ça qu'on a besoin, dans d'autres cas, des banques de bénévoles. Je dirais qu'au bout du compte, on a à peu près 180 bénévoles sur tout notre territoire. Certains plus actifs, d'autres moins. Mais bref, au bout du compte, on n'en a pas trop. Puis comme je disais, dans certains endroits, même, on en a de plus grands besoins. Quels sont les bienfaits pour le bénévole? Pour le bénévole, écoute, il y a plusieurs études en fait qui se sont faites qui se sont penchées là-dessus, notamment Bénévoles Canada qui a fait une grande recherche au début des années 2010. Puis en fait, il y a des choses qui sont vraiment sorties là, de manière flagrante, comme par exemple le fait que les bénévoles qui font du bénévolat de manière régulière, puis là, quand je dis régulier, ça ne veut pas dire tous les jours, toutes les semaines, mais sont des personnes qui sont habituellement deviennent plus en forme, qui sont plus souriants, qui ont même au niveau cognitif, là, souvent, la mémoire, ça travaille la mémoire parce que, bon, que ce soit, si on donne encore une fois l'exemple
de l'accompagnement en transport, ben, ils ont besoin de se souvenir qu'ils ont un rendez-vous une personne accompagnée à telle place, à telle heure, à tel moment. Bref, ça les garde vivants plus longtemps, ces personnes-là, souvent les personnes plus âgées. Puis pour les autres plus jeunes, ben, ça peut aider à développer des compétences, à faire un réseau social avec d'autres, à communiquer avec d'autres bénévoles parce qu'ils sont travaillent en équipe, comme par exemple, ici on a notre cuisine, ben, ils sont 3 à travailler ensemble en même temps, ben, tu sais, ça développe une partie plus sociale. Donc, on a le physique, on a le cognitif, on a le social, on a le développement de compétences. C'est bon pour plein de choses d'être bénévole, en plus d'aider évidemment les personnes qui vont profiter de leur bénévolat. Du côté du Centre d'action bénévole Gascon-Percé, Michel Langelier nous informe sur leur service d'aide à l'impôt et sur le système PER. Bonjour Michel. Salut André. Là, c'est la période des impôts, puis vous offrez, vous, ici, au Centre d'action bénévole, un service pour aider les gens au niveau des impôts. C'est quoi vous offrez au juste comme service? C'est pour des gens qui sont à faible revenu. On leur offre de faire leurs impôts gratuitement. Donc, si on parle de sous, bien sûr qu'il y a un critère à respecter. Il faut qu'une personne seule ne gagne pas plus que 23 000 $ ou un couple, 27 000 $. Si vous gagnez au-dessus de ça, vous n'êtes pas éligible à cette possibilité-là. Ça, bon, ça prend des critères, c'est comme ça. Bref, puis les gens se questionnent à savoir comment ça fonctionne, tout ça. Alors, si vous gagnez moins que ce que je viens de dire, c'est simple. Dans notre portique ici à l'entrée, il va y avoir des formulaires à partir du 1er mars, dans le fond. Vous pouvez venir chercher le formulaire du 1er mars au 27 avril. Vous venez chercher le formulaire. Vous repartez avec, chez vous. Vous le remplissez, bien sûr. Et par la suite, ce qui est vraiment important, c'est de s'assurer d'avoir tous les reçus, les T4, les reçus pour les médicaments, bref, de s'assurer que tout soit là. Je vous explique pourquoi. Parce que souvent, des gens nous emmènent, et les gens nous rapportent ça, bien sûr, dans un sac Ziploc. Et parce que nous, les bénévoles sont assez rapides, ils les font rapidement, puis une semaine ou deux après, ils arrivent. J'avais oublié ces T4-là. Fait que là, les impôts sont déjà faits. Fait que cette année, on ne les refera pas 2 fois, les impôts. Il faut mettre des petits règlements comme ça pour permettre à plusieurs personnes d'en bénéficier. Alors, vous venez chercher le formulaire ici, vous le remplissez dans un sac Ziploc. Vous mettez tous les documents, tous les reçus, et vous rapportez ça ici dans le bac qui est à l'entrée, vous le déposez là. Ça, c'est du 1er au 27 avril. Et vous allez pouvoir, à partir du 1er mai, recevoir la version papier de vos impôts, parce que nous, bien sûr, que tout part par Internet, et ça se fait très rapidement, généralement. D'accord. Puis, oui, c'est vrai, j'avais oublié quelque chose. Les gens qui ont une maison doivent aussi nous donner le reçu de leur compte de taxes. C'est bien important aussi. C'est nouveau, ça fait partie aussi de ça maintenant. OK. Donc, les gens qui veulent avoir de l'aide pour l'impôt, ils communiquent avec vous. Ils viennent chercher le formulaire. Ils viennent tout simplement chercher le formulaire. Ils le remplissent, ils mettent les documents, ils le déposent dans la boîte et tout se fait comme ça. On est habitué, c'est bien, ça roule bien. Puis, c'est ça, mais s'ils ont des petites questions, on peut toujours nous faire un petit coucou, nous poser la question. Là. Mais c'est aussi simple que ça. Mais de ne pas oublier les critères de base qui est ne pas gagner plus que 23 000 pour une personne seule et 27 000 pour un couple. Ça fait-tu bien longtemps que vous offrez ce service-là? Oui, plusieurs années. Je ne peux pas dire le nombre exact. Je suis ici depuis 2 ans, mais ça fait au moins une douzaine, quinzaine d'années, certains. Puis, y a-t-il beaucoup de gens qui font appel à vous? 5 à 700, 800 personnes, ça dépend des années. Là. Encore moins. Oui, c'est énorme. C'est énorme, oui. Les gens sont dans le besoin, hein, fait que on est dans une MRC où les besoins sont grands. Fait que c'est pour ça que ce service-là se donne. Et on a des bénévoles qui sont très expérimentés, là, ça va vite. Puis, bref, mais on a un maximum qu'on peut prendre aussi. Là. C'est pour ça qu'on met des critères, parce que c'est beaucoup de ressources humaines, c'est beaucoup de travail. OK. Là, il y a un autre service que vous offrez ici, c'est le système PER pour les aînés. PER, oui. On en a parlé, mais je pense que je t'ai fait peur, j'avais le goût d'en reparler. Pourquoi? Parce que premièrement, c'est un service important et avant, on avait des bugs au niveau du téléphone, tout ça, mais là, on a une plateforme, fait qu'on peut avoir beaucoup plus de clients. C'est quoi le système PER? C'est un programme d'assistance qui se fait par des appels informatisés. Je donne un exemple. Je suis une personne aînée, je vis seule et ça se peut que pendant 3 jours, personne ne vienne me visiter. Fait que, dans le fond, vous pouvez décider avec nous de recevoir un appel par jour automatisé. Ce que ça fait, c'est que si vous répondez,
nous, on est en sécurité, ça veut dire que vous êtes correct. Si vous ne répondez pas, là, il y a un protocole qui se met en place. Parce qu'au préalable, quand vous allez nous téléphoner pour bénéficier de ce service-là, on va vous demander vos coordonnées, tout ça, puis on va aussi vous demander qui on peut téléphoner s'il n'y a pas de réponse. On va tout prendre ces informations-là, mais ce n'est pas intrusif, là, c'est quelques infos. Puis si on n'a pas les réponses, les policiers peuvent aller. Tu sais, souvent aux nouvelles, on voit des histoires épouvantables. Ils ont trouvé la dame 3 jours après. Elle n'est pas nécessairement décédée, mais elle a été 3 jours au sol. Mais là, au moins, ça assure que pendant 24 heures, il y a quelque chose qui va se passer. Fait que c'est pour assurer la sécurité puis la santé de nos personnes âgées qui vivent seules et en couple aussi. C'est vraiment important de le dire. C'est gratuit et c'est personnalisé. Personnalisé veut dire que vous pouvez choisir l'heure que vous désirez recevoir cet appel-là. Fait que ça assure au moins un contact. Un contact par jour, exactement, c'est ça. Fait que c'est sûr que, bon, s'il arrive quelque chose, ça se peut qu'on le voit juste 12 heures après, mais ça ira pas 3 jours si la personne ne voit pas personne pendant 3 jours. Ça assure un contact pour vérifier la sécurité et l'état de santé de nos aînés. Puis, gênez-vous pas, on peut en prendre beaucoup, beaucoup, parce que là, en bon français, on est équipé là, pour bien traiter les choses. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 20 février. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine.